À l'époque, à la fin des années 80, avec un diplôme d'archéologie préhistorique en poche, il y avait peu d'opportunités de faire carrière dans ce domaine en Belgique. Et j'ai alors été contacté par André Delpuech, coordinateur des opérations archéologiques sur le tracé de la future autoroute A5 dans le nord de la Bourgogne, pour venir et faire des sondages systématiques pour trouver des occupations paléolithiques conservées en profondeur. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans sur les sites du Paléolithique moyen du nord de la Bourgogne. À la fin de cette opération, des grands travaux d'aménagement ont débuté en Picardie. Tout naturellement, donc je suis remonté vers le nord. Et cette région étant très dense en sites du Paléolithique inférieur et moyen, depuis 25 ans, j'ai donc la chance de travailler sur mes deux périodes de prédilection, le Paléolithique inférieur et le Paléolithique moyen. Ces 30 dernières années de recherche en archéologie paléolithique sur la période du Paléolithique moyen, qui est une période qui dure de 300 000 ans à 40 000 ans avant le présent, ont permis de renouveler de manière profonde la connaissance qu'on a du Paléolithique moyen et de l'homme de Néandertal. On sait maintenant que l'homme de Néandertal est resté pendant 250 000 ans en Europe du Nord-Ouest, qu'il a fréquenté des environnements variés, qu'il est venu ici donc pendant des périodes interglaciaires, comme on a pu le voir sur le site de Cahors. Il est venu aussi pendant des périodes de transition climatique, de type début de glaciation, comme on l'a vu à Hermie ou à Bettencourt-Saint-Ouen, mais surtout, il est venu aussi pendant des périodes très froides, des périodes rigoureuses, des périodes dites pléniglaciaires, comme on a pu l'observer sur le site de Beauvais. Donc tout ça témoigne de sa grande adaptabilité à des milieux, à des climats différents. On a pu aussi se rendre compte, contrairement à ce qu'on pensait auparavant, que les habitats de l'homme de Néandertal pouvaient couvrir de très grandes superficies, pouvant aller parfois jusqu'à plusieurs milliers de mètres carrés. Ça nous a permis aussi d'essayer de raisonner sur la notion de territoire, qui est difficilement appréhendable pour des périodes aussi anciennes. Donc sur la notion de territoire parcouru par l'homme de Néandertal pour se livrer à ses activités de subsistance, comme la collecte du silex, la chasse des gros herbivores, qui était un peu sa spécialité. Ça nous a aussi permis donc d'avoir une nouvelle vision de l'homme de Néandertal, qui apparaît maintenant comme une espèce très proche de nous, qui n'est pas notre ancêtre, mais qui est une espèce voisine, et qui nous a surpris par la modernité des comportements qu'on avait pu mettre en évidence, tant sur les plans des activités de chasse que sur les plans de l'organisation sociale. Détecter un site du Paléolithique inférieur ou moyen est un exercice difficile. En général, ces sites, s'ils sont bien conservés, sont invisibles depuis le sol actuel. L'archéologie aérienne ne nous sert à rien, donc il faut trouver d'autres moyens pour les mettre en évidence. Ces gisements bien préservés se trouvent donc à des distances, à des profondeurs qui peuvent aller de 1 mètre à moins 10 mètres, sont invisibles en surface, sont recouverts par plusieurs mètres de sédiments, soit éoliens amenés par le vent comme à Hermie, soit des sédiments fluviatiles, donc déposés par les rivières comme à Cahors. Il faut aller les mettre en évidence par des campagnes de sondage profond, la réalisation de sondages profonds, des sondages en puits, qui sont spécifiquement destinés à mettre en évidence ces niveaux archéologiques. Donc ces niveaux archéologiques, parfois, se composent de silex et plus rarement de faune, qui sont parfois de petite taille et qui sont les seuls témoins d'une occupation préhistorique bien conservée. Une fois qu'on a trouvé un niveau archéologique, il faut en cerner l'étendue par la réalisation de plusieurs sondages à proximité du premier pour voir si des vestiges sont retrouvés dans les mêmes unités sédimentaires. Et si c'est le cas, il faut à ce moment-là évaluer les conditions de conservation du niveau archéologique, voir s'il n'y a pas des phénomènes périglaciaires, des processus géologiques qui peuvent avoir déformé le niveau archéologique. Si ce n'est pas le cas, une fouille peut avoir lieu. Lors de la fouille, il faut donc évidemment
enlever les sédiments sous-jacents, les niveaux stériles qui recouvrent l'occupation archéologique. Donc il faut descendre le décapage assez près du niveau, mais sans l'endommager. À nouveau, cette étape demande donc encore de solides connaissances stratigraphiques. Et ensuite, la fouille peut débuter. En général, comme ce sont des gisements de grande superficie, les zones les plus pauvres en artefacts sont fouillées à la pelle mécanique avec un relevé au théodolite laser. Les zones de plus forte concentration de vestiges sont fouillées de manière classique à la main avec un décapage qui est à ce moment-là divisé en mailles d'1 mètre, ce qu'on appelle un carroyage. Donc une fouille avec des méthodes cette fois-ci beaucoup plus classiques. Alors, il est nécessaire de travailler avec des collègues travaillant pour d'autres institutions ou sur d'autres spécialités que les nôtres, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut savoir que les préhistoriens qui travaillent donc, sur le politique inférieur et moyen ne sont pas très nombreux, malgré tout, dans le nord de la France. Et donc, il est normal que tout naturellement, des collaborations interinstitutionnelles se mettent en place. Ensuite, la spécificité de l'archéologie paléolithique du nord de la France, c'est de replacer le niveau archéologique, les objets dans leur contexte. Donc on ne va pas prendre uniquement en compte l'objet archéologique, qui nous apporte évidemment des informations dans le domaine archéologique, mais on va le replacer dans son contexte. Et pour ce faire, nous avons donc besoin de travailler avec d'autres spécialistes du quaternaire, donc des géologues, des spécialistes de la faune, etc., qui vont nous permettre de reconstituer le milieu, l'environnement dans lequel ont évolué les hommes de Néandertal et d'en préciser la chronologie. Donc on a l'habitude de travailler en collaboration très étroite avec des géologues pour étudier les différentes strates sédimentaires dans lesquelles se trouvent nos niveaux archéologiques. Lorsqu'on a la chance d'avoir les restes osseux qui sont conservés, on va contacter un archéozoologue qui va déterminer de quelle espèce les hommes de Néandertal se sont alimentés, mais aussi il va pouvoir nous dire comment les carcasses animales ont été traitées, si elles ont été abattues ailleurs, ramenées sur le site. On va travailler aussi avec des malacologues qui vont, par le biais de l'étude des mollusques, permettre une reconstitution fine de l'environnement. La palynologie va permettre de reconstituer l'environnement végétal dans lequel s'est implanté le site. Et enfin, nos collègues géochronologues vont nous permettre d'avoir une idée de la chronologie de l'occupation, de savoir si on se trouve à, par exemple, moins 50 000 ans, moins 100 000 ans, etc. Donc, c'est absolument indispensable de mettre en place une intervention pluridisciplinaire sur ce type de gisement. Des découvertes qui m'ont marqué, il y en a eu plusieurs, mais si je dois en retenir deux, la première serait celle du niveau du paléolithique moyen de Terdonne. Terdonne, c'est un petit village tout près de la ville de Beauvais. Donc nous y avons découvert un niveau du paléolithique moyen daté de moins 180 000 ans avant le présent, un niveau parfaitement préservé, qui n'avait pas bougé depuis 180 000 ans, au sein duquel nous avons pu mettre en évidence des structures de foyer, ce qui est extrêmement rare pour la période du paléolithique moyen. La deuxième découverte, ce serait celle qu'on a réalisée en 2014, dans un quartier d'Abbeville, bien connu des préhistoriens, le quartier de Manchecourt. Nous avons découvert un niveau archéologique qui s'est trouvé être celui que Boucher de Perthes avait vu dans la première moitié du XIXe siècle. Boucher de Perthes, c'est le fondateur de la préhistoire. Et c'est à partir de ce niveau archéologique que Boucher de Perthes a eu l'idée de l'existence d'un homme antédiluvien. Ce qui était donc à la base de la naissance de la préhistoire en tant que discipline scientifique. Et là, ça a été un moment assez fort. L'archéologie, pour moi, c'est reconstituer la vie de nos ancêtres au travers de leur culture matérielle, en reconstituant, si possible, de la manière la plus fine possible, leur aspect contextuel.